Bonjour, je suis Pamela Dumont. Oui, c'est bon pour tout le monde? Oui, Ouais. oui, oui. Donc, je suis Pamela Dumont, je suis consultante formatrice en gérontologie et membre du groupe Ethicause. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être la modératrice de ce webinaire. Qui, je rappelle, l'intitulé, hein, Elle n'a pas sa place ici, ou quand la personne accompagnée ne trouve pas en la structure qui l'accueille un lieu adapté. Donc ce webinaire, Jennifer l'a expliqué, dispose d'un chat où il est évidemment possible d'interagir. Alors, je préfère préciser pour pas qu'il y ait de frustration, Florence, ma binôme, Florence Brault, aide-soignante en psychiatrie, va faire ressortir quelques questions de ce chat sur lesquelles on va pouvoir après discuter tous ensemble. Malheureusement, elle ne va pas pouvoir faire remonter toutes les questions, donc il ne faut Ouais. pas lui en vouloir. Également, pour rappel, le webinaire s'est construit autour de deux situations cliniques que nous allons repartager avec vous. Et ensuite, nous allons pouvoir en discuter. Alors, nous avons la chance et l'honneur d'avoir Monsieur Fabrice Xil avec nous. Donc, je rappelle qui est philosophe et co-directeur de l'Espace éthique Île-de-France. Donc, à la suite des lectures des situations, nous aurons la chance de discuter avec lui. Donc, on compte aussi sur vous dans le chat pour animer un petit peu ce webinaire, puisque l'idée étant que ce soit un réel partage autour de ces situations qui posent question. En premier lieu, nous avons également l'honneur d'avoir Monsieur Jean-Michel Bols, qui est donc l'ancien directeur de l'EREB et le créateur du groupe Ethicause. Donc, je vais lui laisser la main afin qu'il puisse vous présenter justement ce que c'est que l'EREB et ce que c'est que ce groupe Ethicause. Voilà, Jean-Michel. Merci Pamela. Alors j'ai que 3 ou 4 minutes pour parler, donc je vais aller à l'essentiel. D'abord, merci à vous et en particulier à Séverine Jux de m'avoir demandé de dire quelques mots sur le groupe Ethicause en introduction de ce premier webinaire. Ce groupe, alors son sous-titre, c'est Accompagnement des personnes âgées sur leur lieu de vie, a été créé en 2012 dans le cadre de l'espace éthique de Bretagne occidentale, dont j'étais le co-directeur à l'époque. Cet espace étant le précurseur de l'espace de réflexion éthique de Bretagne, modèle loi de 2004. Alors, ce groupe est né du besoin exprimé par les professionnels qui accompagnent les personnes âgées sur leur lieu de vie, leur besoin de partager leurs préoccupations et leurs réflexions sur les problèmes éthiques rencontrés dans leur pratique quotidienne à eux, dans leurs établissements. Donc, on est bien dans le contexte particulier, disons pour faire plus simple, des EHPAD. Mais pas que. En tout cas, certainement pas dans les secteurs de médecine aiguë ou de moyen séjour. Alors le groupe, il a toujours comme but de rassembler les établissements médico-sociaux. Beaucoup sont éparpillés, isolés sur le territoire de la Bretagne, mais aussi les structures accompagnant les personnes âgées sur leur lieu de vie, qu'elles soient en établissement, en USLD, à domicile ou dans les réseaux gérontologiques. Et donc, le public visé était bien l'ensemble des personnels travaillant dans ces structures, ainsi que les membres des conseils de vie sociale de ces établissements et les représentants des familles. Ça a toujours été difficile d'arriver à les intégrer. J'ai appris que maintenant, vous y aviez réussi et c'est une grande joie pour moi parce que c'est difficile de parler des gens sans les associer à cette parole et à cette réflexion. Alors, ce groupe avait des objectifs spécifiques qui était de promouvoir évidemment la réflexion éthique dans le domaine de l'accompagnement professionnel de la vie des personnes âgées et évidemment de faire comprendre à tout le monde, quel que soit son métier, son grade, son ancienneté, qu'il était concerné par la réflexion éthique, à chacun bien sûr, et qu'il en avait parfaitement les capacités d'y participer. C'était d'accompagner le développement d'instances d'éthique dans les structures adhérentes et sur demande de favoriser la constitution d'instances d'éthique communes à plusieurs établissements ou services. Alors ça pouvait être à l'intérieur d'une structure ayant plusieurs établissements ou comme l'a créé Séverine Jux, interétablissements avec des établissements d'origine différente. C'était bien sûr de favoriser la formation en éthique des professionnels intervenant auprès des personnes âgées et puis de développer des axes de travail sous forme d'ateliers thématiques sur proposition des membres du groupe. Le groupe Ethicause a été inauguré officiellement en juin 2012 à l'occasion de la première journée de thématique annuelle
qui portait sur projet personnalisé et contraintes de la vie en collectivité, place et sens d'une démarche éthique. Vous voyez qu'on était rentré d'emblée dans le fond du problème. Et pendant un certain nombre d'années, chacune de ces journées thématiques donnait lieu à une publication qui était diffusée en ligne, non seulement aux participants, mais à tous les établissements qui adhéraient d'abord à l'espace éthique de Bretagne occidentale, puis à l'EREB. Alors, je voudrais quand même parler du comité de pilotage pluriprofessionnel parce que c'est lui qui a fait fonctionner cette structure. Dès le départ, il comprenait une dizaine de personnes, de métiers différents, de structures différentes, de départements différents, et ils se réunissaient avec le directeur et la coordinatrice de l'EBO et ensuite de l'EREB. Et l'EREB, l'un et l'autre apportant à l'époque tout leur soutien logistique pour l'organisation de ces activités. Alors, je voudrais saluer le rôle important de tous les membres du comité de pilotage initial et en particulier Madame Élodie Glémarec, qui était directrice, qui est toujours d'ailleurs directrice d'un EHPAD dans le Sud Finistère, qui a coordonné le groupe et l'a fait vivre pendant plus de 10 ans. Et puis tous ceux, c'est impossible de les citer ici, qui ont consacré bénévolement beaucoup de temps pour lancer le groupe, le faire vivre, attirer de nouveaux membres et organiser cette journée thématique annuelle. Et je voudrais saluer aussi Séverine Jux et toutes les personnes autour d'elle qui ont repris le flambeau en apportant leur expérience à la fois professionnelle, personnelle, mais aussi leur expérience de création et de fonctionnement d'une structure interétablissement. Voilà, juste pour terminer, dire que les journées thématiques annuelles avaient toujours rencontré ce qu'il faut appeler un bon succès. Il y avait en moyenne entre 80 et parfois plus de 100 personnes qui venaient de plein d'établissements, dont certains n'adhéraient pas d'ailleurs à l'EREB, et qui venaient des 4 départements bretons. Finalement, quelle plus belle preuve de la nécessité de cette formation à la réflexion éthique et dans ce contexte de l'utilité, de la légitimité d'Ethicos à y participer, à l'organiser. Ça me paraît important à être dit. Voilà, il y a beaucoup de structures qui adhèrent des 4 départements bretons. Je n'ai pas le chiffre actuel, mais peu importe. Finalement, l'essentiel, c'est qu'elles soient nombreuses, représentées et actives. Alors, bon webinaire. Je suis très heureux de pouvoir entendre Fabrice Xil, que je connais un petit peu, et de le retrouver avec grand plaisir, et puis de partager cette soirée avec vous. Merci beaucoup. Merci Monsieur Bols. Du coup, on va pouvoir laisser la main à Séverine Jux qui va présenter le propos introductif à la thématique. Donc, Dr Séverine Jux, qui est gériatre et coordonnateur en EHPAD. Bonsoir à tous. Elle n'a pas sa place ici. Alors, pourquoi avoir choisi cette phrase, ce verbatim qui nous a interpellés plutôt qu'une question qui est en général chère à l'éthique. Donc, le groupe Ethicos et tous ses membres, nous sommes tous partis sur cette phrase trop souvent entendue lors des temps de transmission. Et preuve du désarroi des équipes quand ils se sentent impuissants à accompagner des personnes avec des troubles du comportement importants. Nous nous sommes interrogés sur la possibilité que l'institution soit elle-même à l'origine d'aggravation de ces troubles, depuis l'entrée, potentiellement sans adhésion, jusqu'à la contrainte d'un cadre de vie collectif. Pourtant, les EHPAD sont souvent la dernière option et les retours en arrière peu nombreux. Quand la famille est en épuisement, le domicile inadapté et que la personne n'a plus lieu d'être dans un secteur d'hospitalisation, ou quand les problématiques sociales sont insolubles. Les EHPAD sont vus comme des lieux ultra spécialisés où on demande à leurs professionnels finalement de savoir tout faire. Les soins, l'hôtellerie, l'animation, la gestion des urgences, l'accompagnement à la fin de vie. Elle n'a pas sa place ici, fait écho à l'expression de certaines personnes accueillies qui se demandent « qu'est-ce que je fais là ?» Les besoins perçus d'accompagnement ne répondant pas de prime abord à ces besoins fondamentaux. Parfait. Voilà pour le contexte. Merci Séverine d'avoir rappelé le contexte de cette thématique. Du coup, comme annoncé en préambule, on va pouvoir illustrer ce thème-là à travers des vignettes cliniques qui ont été travaillées au sein du groupe. Donc, je vais demander à Monsieur André Rogues, qui est membre de CVS en EHPAD, de présenter la première vignette qui, elle, est une situation qui a été décrite par des proches aidants. Donc, je vous laisse la main, Monsieur André Rogues, pour cette première vignette.
Merci bien. Vous m'entendez? C'est bon. Très Alors, bien. je suis André Roguès, effectivement élu au Conseil de la vie sociale de l'EHPAD multisite des Côtes d'Armor de la Mutualité française en tant que représentant des familles. Et donc, je vous lis la première vignette clinique. Alors, le cas concerne une retraitée infirmière DE de 70 ans souffrant de bipolarité depuis sa jeunesse. Elle a effectué 4 séjours en hôpital psychiatrique, dont un en milieu fermé, et est suivie par le centre médico-psychologique. À la suite d'un événement maniaque grave, qui s'est traduit par une anxiété et des hallucinations quotidiennes, la décision est prise, après jugement de l'habilitation familiale, de placer la personne en EHPAD malgré son désaccord. Arrivée en fauteuil roulant, la personne est classée GIR 4, c'est perte d'autonomie modérée. Progressivement, elle retrouve son calme, un poids raisonnable et une autonomie pour les gestes du quotidien, abandonnant ainsi le fauteuil roulant. Alors, elle appelle la structure le centre et non pas l'EHPAD. Je pense que ça a un sens pour elle. Le centre dispose d'ailleurs d'une animatrice, d'un PASA, mais elle refuse catégoriquement de participer aux activités et aux soins proposés et activités proposées dans le cadre du PASA. Elle passe ses journées dans son fauteuil, dans la chambre, en restant agréable avec le personnel et en adhérant aux horaires de la vie collective, lever, repas, coucher. Elle présente des troubles du comportement, de raisonnement et du jugement, probablement liés à une dégradation cognitive. Pour autant, sa maladie psychiatrique est stable et sa consommation de traitements largement diminuée par rapport à son entrée en structure. Alors, de la parole même de la personne concernée, il en ressort, elle dit « Le séjour s'éternise dans ce centre. La famille entend « Je dois rentrer à la maison ». Les hospitalisations en psychiatrie étaient beaucoup moins longues. Les autres résidents sont malades. La famille entend qu'elle pense pas elle. Elle passe beaucoup de temps à réclamer une ordonnance à jour ainsi que sa carte vitale et sa carte de mutuelle auprès du personnel. La famille, là, pense effectivement que c'est pouvoir rentrer à la maison. Elle ne supporte rien dans les armoires de la chambre et donc la famille pense c'est pour ne pas investir les lieux et justifier son départ. En bref, ce n'est pas une vie, à l'écouter, elle n'a pas sa place au centre. Et pourtant, la famille pense, effectivement, elle n'a plus sa place à la maison chez elle. Alors, les questionnements rapportés par les familles sont les suivantes. Comment préserver la liberté d'une personne lorsque son autonomie décisionnelle est compromise par des fragilités grandissantes? Première question. Deuxième question, doit-on contraindre une personne lorsqu'elle présente des troubles cognitifs à accepter un lieu de vie ou une assistance qu'elle ne désire pas? Troisième question, jusqu'où les proches peuvent-ils s'investir dans un accompagnement qui peut mener à un épuisement physique et psychique? Cinquième question, quel rôle la société et les institutions juridiques et sociales ont-elles à jouer pour offrir un soutien lorsque celui de la famille atteint ses limites? Donc voilà pour la présentation de la vignette 1. Merci, Monsieur Roguès. Donc effectivement, une vignette qui pose beaucoup de questions. J'en profite pour faire un petit rappel. Si vous-même vous avez des questions, des remarques sur le chat, n'hésitez pas. On a Florence qui se fera un plaisir d'en faire remonter quelques-unes. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Roguès, pour le partage de cette situation. Je vais laisser à présent la parole au docteur Jux pour la deuxième vignette clinique qui va également nous faire la lecture, puis les questionnements issus, il me semble, de l'équipe d'où se passe la situation. Séverine.
Tout à fait. Donc, la vignette numéro 2 est une situation remontée par une équipe dans un établissement du Morbihan, donc un établissement de type EHPAD. Donc, Monsieur B est entré en EHPAD en 2022 en raison de troubles cognitifs diagnostiqués en 2018. Sa famille, très investie, est épuisée. Monsieur présente également des troubles du comportement tels qu'irritabilité, agressivité verbale, troubles du sommeil et déambulation. Il connaît déjà l'établissement pour y avoir effectué des séjours temporaires. L'entrée s'est bien passée, monsieur a trouvé des repères dans l'établissement et ses troubles se sont apaisés. 18 mois plus tard, on observe une majoration des troubles du comportement avec déambulation nocturne, agressivité et opposition. L'enquête médicale ne révèle pas de facteurs déclencheurs spécifiques, autres que la maladie cognitive. L'évolution est très fluctuante, malgré de multiples tentatives de thérapeutique et d'accompagnement. Monsieur rentre dans les chambres la nuit, répond violemment, se montre agressif. Une évaluation de sa situation est réalisée par l'équipe mobile de gériatrie qui se déplace sur site auprès de monsieur et de l'équipe fin 2023. Un séjour en unité spécialisée, cognitivo-comportementale, est préconisé et réalisé en février 2024. On ne constate pas d'amélioration des troubles de monsieur et son état général se dégrade. Il tolère mal les traitements qui lui font alterner des états de somnolence avec de l'agitation. Il chute plusieurs fois par jour. Pour autant, l'équipe hospitalière n'évoque pas la possibilité d'entrer dans une unité d'hébergement renforcée, donc une unité spécialisée en secteur hospitalier. Son accompagnement est étayé par l'intervention d'infirmiers de gérontopsychiatrie. Après une accalmie, les troubles violents reviennent, allant jusqu'à l'agression physique d'autres résidents. Les soins se font dans l'opposition avec l'équipe. Une orientation dans une unité de vie protégée est envisagée. Ce projet est discuté avec la famille qui reste toujours très présente, lors d'un échange entre l'épouse, le médecin traitant et le médecin coordonnateur de la structure, donc en août 2024. Les dossiers sont envoyés aux structures alentours, l'établissement ne disposant pas de ce type de service. L'équipe soignante est partagée quant à cette décision. Elle est tiraillée entre le souhait de préserver les autres résidents du comportement de monsieur B et sa volonté d'accompagner monsieur jusqu'au bout. Le week-end suivant, la famille discute avec une infirmière de l'équipe qui lui lance « Il n'a plus sa place ici ». Cette phrase, illustrant l'impuissance de l'équipe face aux troubles, met à mal l'aspect thérapeutique du projet de transfert en unité spécialisée. La famille ressent une volonté d'évacuer le problème plutôt que de chercher une solution. Pourtant, l'épouse a beaucoup de recul sur la situation et tout à fait partenaire avec les soignants. Malheureusement, monsieur fait une chute fin 2024, dont il ne se relèvera pas. Son état général et son opposition persistante aux soins ne permettent pas de réaliser des examens complémentaires. Une fracture est néanmoins suspectée. Il se dégrade, est alité, décède en février 2025 dans l'EHPAD à l'âge de 82 ans, accompagné par l'équipe d'hospitalisation au domicile. Donc, cette situation nous a fait formuler un certain nombre de questions. Donc, déjà, l'équipe est clivée entre son souhait de préserver les autres résidents de ces troubles et son devoir d'accompagner monsieur jusqu'au bout. Donc, comment concilier protection des autres résidents victimes de la violence induite par ces troubles et l'intérêt de la personne elle-même? Quelles sont les limites des EHPAD dans ce parcours de soins? Une deuxième question, l'entrée en EHPAD est un choix difficile pour les familles, mais aussi un soulagement. C'est la fin d'un parcours complexe qui est perçu. Pourtant, leur engagement après l'entrée n'en est pas moins grand et le parcours est parfois loin d'être terminé. Hospitalisation, changement de structure, changement de secteur d'hébergement, autant de risques de rupture parfois mal anticipés. Alors, comment gérer ce risque de rupture sans renvoyer un sentiment d'échec institutionnel et être toujours partenaire des familles?
Merci Séverine pour la lecture de cette situation qui également pose beaucoup de questions. Donc le chat est disponible hein, si vous souhaitez interagir avec nous. Du coup, je vais demander à Fabrice Xil qui doit être par là, voilà, je le vois. Donc je vais lui passer la main. Effectivement, Fabrice Xil, donc je rappelle, un philosophe et co-directeur de l'Espace éthique Île-de-France, qui vient aujourd'hui nous aider à questionner ou à poursuivre cette réflexion éthique au travers de ces deux situations et qui va, il me semble, en plus présenter un outil fort intéressant. Donc, Monsieur Xil, je vous laisse la main et nous sommes tout oui. N'hésitez pas encore une fois à partager vos questions. Florence se fera le plaisir de les faire remonter à Fabrice à l'issue des échanges. Merci beaucoup Pamela, bonjour à toutes et à tous, bonjour particulièrement à toutes celles et ceux qui ont préparé cette rencontre. Alors il m'a été demandé de représenter un outil que j'ai produit en 2021 qui s'appelle Charte éthique et accompagnement du grand âge. Je vais vous la présenter tout de suite. Et puis de vous montrer comment on peut utiliser ce document dans l'analyse de situations concrètes et notamment pour essayer d'avancer un peu dans la réflexion sur les deux vignettes qu'on a entendues, qui vont être très utiles pour la réflexion. Est-ce que vous voyez l'écran un petit peu? Enfin, mon écran, il est bien partagé? Oui, c'est très bien. Oui, c'est bon? Ok. Donc, la charte éthique et accompagnement du grand âge, je l'ai réalisée dans le cadre d'une mission ministérielle qui m'avait été confiée par Brigitte Bourguignon en pleine période Covid, à la fin de l'année 2020 et au début de l'année 2021. C'est une mission qui avait deux aspects. La première demande était vraiment dans l'urgence d'essayer de bâtir, de proposer des repères pour soutenir la réflexion des professionnels dans les EHPAD, dans les établissements accueillant des personnes âgées, notamment avec des troubles cognitifs, pendant la crise Covid. Donc, c'est le document que vous voyez sur la partie gauche de l'écran. Pendant la pandémie et après, quelle éthique dans les établissements accueillant des citoyens âgés. Donc c'est un document d'une centaine de pages à peu près qui reprend une dizaine des questions d'éthique qui s'étaient posées aux professionnels des EHPAD dans le contexte de la crise Covid. Vous voyez par exemple le point 6, accompagner les mourants, honorer les défunts, prendre soin des endeuillés. Vous vous souvenez de l'interdiction de la toilette mortuaire, réduire au maximum les contraintes et les restrictions de liberté, préserver les liens avec les familles. Donc on avait travaillé, et je n'ai pas travaillé seul, il y a plus de 2000 personnes qui ont contribué à ce document. On avait essayé à la fois d'identifier, de formuler les questionnements éthiques, de proposer un certain nombre de repères et surtout de montrer comment des professionnels de terrain s'étaient emparés de ces problèmes et avaient essayé d'y apporter des réponses, même partielles, même modestes. Le deuxième document dont je vais vous parler maintenant, il était plus large, c'était la demande de produire une charte sur l'accompagnement du grand âge. Et c'est de ce travail que je vais vous parler. Et d'abord vous raconter comment, de quelle façon on l'a élaboré. La première chose qui nous est apparue très vite, je dis nous, c'est vraiment un travail que j'ai coordonné, c'est moi qui ai rédigé, mais c'est vraiment un travail collectif et je vais vous le montrer, c'est que même s'il était question d'une éthique pour l'accompagnement des personnes âgées et pour les personnes et porteuses de troubles cognitifs en particulier, il n'était pas question pour nous, bien sûr, d'avoir une éthique qui soit destinée, spécifique au grand âge. Et donc, on a proposé, la charte, vous le verrez, elle énonce 10 principes universels qui valent quel que soit l'âge ou les difficultés rencontrées par les personnes dont on parle, et qu'on a à chaque fois décliné dans le contexte du grand âge et des troubles cognitifs.
La deuxième chose à laquelle on a été très attentif, on était dans une période de pandémie extrêmement compliquée, donc il était vraiment très très loin de nous de vouloir donner des leçons à quiconque et de simplifier les enjeux. On était très conscient de la grande complexité de ce qui était demandé aux professionnels de santé, ce qui était vécu aux professionnels du médico-social également, et à ce qui a été vécu par les personnes accompagnées par leurs proches. Et donc, on a vraiment voulu proposer une éthique, on a dit, de la nuance et de la complexité, qui ne méconnaît à aucun moment la difficulté d'appliquer les principes éthiques auxquels on essaye de se référer. Alors pour faire ce travail, bien sûr, on est d'abord parti de l'existant et des chartes, que ce soit la charte des droits et libertés de la personne accueillie, ou des chartes au plan international au niveau de l'ONU, du Conseil de l'Europe, ou des chartes plus spécifiques sur la protection juridique des majeurs ou sur la bientraitance. Il en existait déjà et on est reparti de ces chartes, l'idée étant aussi de les actualiser. Comment on a procédé? Je vous raconte rapidement comment on a procédé, parce que ça me semble important. On a voulu associer à cette réflexion un très grand nombre de personnes et on s'est aperçu que c'était à peu près il y a 4 ans, on était à peu près jour pour jour il y a 4 ans, on a lancé sur Internet une enquête flash très courte, vous voyez, à peu près 3-4 semaines. Et en 3-4 semaines, pour bâtir cette charte, il y a plus de 4000 personnes qui ont répondu et qui ont apporté une contribution à cette réflexion. 80% de femmes, 70% avaient plus de 45 ans. La moitié étaient des professionnels de l'accompagnement des personnes âgées venant de 90 métiers différents. Vous savez qu'à la fois dans vos institutions, à domicile, en hébergement, il y a énormément de métiers différents qui interviennent, avec 40 dispositifs d'accompagnement différents représentés. Un quart des répondants, donc 1 millier, étaient des proches aidants et des aidants familiaux, et ont également répondu des personnes âgées avec des incapacités, près de 200, des membres d'associations, notamment de France Alzheimer, plus de 160, et des bénévoles. Moi, j'avais quelques doutes sur la pertinence en pleine période Covid de produire une charte. En revanche, ce n'était pas du tout une question pour les répondants. 98% d'entre eux considéraient que c'était parfaitement le bon moment, avec des termes assez forts pour le dire. Et quels devaient être les objectifs de cette charte pour eux? Inciter les professionnels à se questionner, les soutenir dans leur réflexion. Vous voyez que c'est en aucun cas leur donner des leçons, mais accompagner, soutenir une réflexion. Proposer des valeurs partagées, une vision de ce que c'est qu'un accompagnement éthique du grand âge aujourd'hui, et démocratiser la démarche éthique, démocratiser le questionnement éthique de manière à ce que tous les professionnels, en particulier celles et ceux qui travaillent au plus près des personnes, puissent se l'approprier. Il nous a été beaucoup dit aussi dans ces retours, dans ces 4000 et quelques retours, ne venez pas par des préconisations hors sol accroître la souffrance éthique ou l'inconfort éthique des professionnels. En nous rappelant notamment les conditions d'exercice difficiles, parfois de sous-effectifs importants dans ces services. Donc j'en viens, pour ne pas être trop long, à la charte elle-même. Elle est articulée autour de 10 grands points d'attention, de 10 grands points de vigilance qui rappellent, je vous l'ai dit, des principes universels qu'on décline à chaque fois dans le contexte du grand âge. Alors je vais les prendre un à un, vous les lire, et puis vous allez voir après, vous montrer dans un second temps comment on peut les utiliser. Premier point, reconnaître chaque personne dans son humanité, sa citoyenneté, son inaliénable dignité et son identité singulière. Lui témoigner solidarité, considération et sollicitude, quel que soit son âge, son état de santé, ses capacités ou son mode de vie. Ce premier point est un peu architectonique, c'est le point principal et les autres déclinent cette grande idée générale. 2. Favoriser l'expression par la personne de l'ensemble de ses potentialités, se préoccuper de l'effectivité de ses droits, préserver le plus possible son intégrité, son bien-être, son confort, ses intérêts, tout en réduisant au maximum les restrictions éventuelles de ses libertés. 3. Être à l'écoute de ce que la personne sait, comprend, exprime,
l'informer de façon loyale et adaptée et respecter ses décisions. S'assurer de son consentement ou à défaut de son assentiment, tenir compte de son histoire, de sa culture et de ce à quoi elle attache de la valeur. 4. Garantir à tous un accès équitable à des soins et des aides appropriées, faire en sorte que chaque personne puisse bénéficier au moment opportun d'une évaluation de sa situation et de ses besoins, évaluer l'impact des interventions sur le bien-être de la personne. 5. Reconnaître le besoin pour chaque personne d'avoir une vie relationnelle, sociale, familiale, affective et une vie intime. Respecter son droit à la vie privée, préserver le plus possible son intimité ainsi que la confidentialité des informations et des données qui la concernent. 6. Proposer à la personne un accompagnement global et individualisé, même lorsque des aides ou des soins importants sont nécessaires, tenir compte de ses besoins physiques, psychiques et sociaux, favoriser son autonomie de vie et son inclusion dans la société. 7. Faire en sorte que chacun puisse bénéficier jusqu'au terme de son existence de la meilleure qualité de vie possible, permettre aux personnes qu'ils souhaitent d'indiquer à l'avance leurs préférences et leurs volontés, prendre soin des personnes en fin de vie et honorer les défunts. 8. Respecter dans leur diversité les savoirs, les compétences, les rôles et les droits des familles et des proches. Soutenir les aidants familiaux et les proches aidants. Si la personne accompagnée n'y est pas opposée, s'efforcer de bâtir avec eux des liens de coopération et de confiance. 9. Considérer et soutenir les professionnels et les bénévoles dans leur engagement auprès des personnes et valoriser leur mission. Faire en sorte que ces professionnels, que ces bénévoles se sentent écoutés, reconnus dans leurs compétences et les sensibiliser au repérage et à la prévention des maltraitances. 10. Prendre des décisions contextualisées, réfléchies et concertées en s'efforçant de concilier intérêt des individus et intérêt de la collectivité. Encourager la production de savoir et le partage des informations, préserver des espaces pour le questionnement et la réflexion, renforcer la collégialité des décisions. Donc, pour aller un tout petit peu plus loin dans la description, vous voyez que tout ce que je vous ai lu se situe sur la page de gauche, ce sont les 10 points d'attention. Et à chaque fois, sur la page de droite, qui est assez court, le document est fait une vingtaine de pages à peine, on le décline dans le champ du grand âge, dans l'accompagnement des personnes ayant des troubles cognitifs. Et en général, on part des stéréotypes, des idées reçues que les uns et les autres, nous pouvons avoir sur ces situations. On en a diffusé de ce document charte éthique plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Je pense qu'on doit être à peu près à 50 000 exemplaires diffusés. Et vous avez une affiche qui reprend l'essentiel des points que je vous ai cités. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà, c'est fait. Comment on peut utiliser cette charte dans les situations et pour analyser les situations dont on a parlé? Je vous prends l'exemple de la première vignette qui nous a été lue par M. Rogues, à propos de cette infirmière retraitée de 70 ans, accueillie dans un EHPAD avec un contexte antérieur de troubles psychiques. De manière et qui paraît en tout cas vouloir retourner chez elle, ou en tout cas ne pas séjourner durablement dans l'EHPAD où elle réside et qu'elle appelle centre. Alors, comment on peut utiliser cette charte? En repassant rapidement sur les différents éléments et en essayant de voir ceux qui sont pertinents pour la situation dont on est en train de parler. Alors, pour moi, la première chose sur cette situation, le premier item qui ressort très fortement, c'est celui autour de l'information des personnes sur leur situation, sur les options et du respect de leurs souhaits, de leur consentement ou de leur assentiment. Le premier point, c'est le point 3, le point de vigilance sur être à l'écoute de ce que la personne sait, comprend, exprime, l'informer et respecter ses décisions. Ce sont toujours des obligations qu'en éthique on appelle prima facie, c'est-à-dire elles s'imposent
en première approche, on ne va pas toujours pouvoir les traduire dans la réalité aussi simplement que ça. Donc, on va essayer de tendre vers ça et de voir, d'une part, comment on peut arriver dans cette situation particulière-là à écouter quelque chose de ce que la personne exprime et en même temps concilier cette obligation, ce principe ou cette valeur à laquelle on est attaché avec d'autres principes avec lesquels ça entre potentiellement en conflit. Donc là, il y a assez fortement le point 3 qui ressort avec cette idée que les personnes qui ont des troubles cognitifs, les personnes âgées et a fortiori les personnes qui font l'objet d'une mesure de protection juridique, on leur appliquerait très souvent ce qu'on appelle une présomption d'incompétence. On présume qu'elles ne sont plus capables de prendre les décisions qui les concernent, qu'elles ne sont plus capables de comprendre la situation dans laquelle elles se trouvent, ce qui peut conduire à leur imposer des restrictions de liberté, à ne pas respecter leur choix, par exemple. Donc ça va aussi nous amener vers le point 2 de la charte, sur le fait de réduire au maximum les restrictions à l'exercice des libertés. Le point 2 de la charte, il rappelle que dans un état de droit, des restrictions de liberté appelées à imposer un individu, elles devraient être toujours strictement nécessaires, subsidiaires, proportionnées, individualisées, les plus brèves possibles, expliquées aux personnes concernées, faire l'objet d'une réévaluation régulière, voire d'un contrôle indépendant, et être mise en œuvre avec humanité. Donc ça ne veut pas dire que dans certains cas, on n'impose pas des restrictions de liberté ou des choix qui ne sont pas ceux des personnes, et que si on le fait, il faut s'efforcer autant que possible de respecter ces critères dont je rappelle, une restriction de liberté nécessaire, subsidiaire, proportionnée, individualisée, etc. Donc ça, c'est le premier bloc. Le deuxième bloc de principes ou de valeurs auxquelles cette situation me pointe dans la charte, c'est tout ce qui concerne le besoin d'expression des individus. Je vous lis un extrait. Les personnes âgées conservent un besoin d'expression, de développement, d'accomplissement, de découverte de soi, des autres et du monde. Et un peu plus loin dans le point 5, l'idée que toutes les personnes, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur situation, ont besoin d'une vie relationnelle, d'une vie sociale, familiale, affective et d'une vie intime, idéalement, bien entendu. Donc là, la question que ça pose, je trouve, c'est qu'est-ce qui pourrait donner sens à la vie de la résidente dont on parle, qu'est-ce qui pourrait lui donner des opportunités d'épanouissement, qu'est-ce qui pourrait donner du sens au temps qu'elle passe dans cet établissement, qu'est-ce qui pourrait potentiellement faire qu'elle se sente davantage chez elle dans ce lieu où, à l'écouter, elle n'a pas sa place. Et le troisième point, évidemment, qui doit attirer notre attention dans la charte à propos de cette situation, et après j'en ai fini, c'est évidemment le point de vigilance sur les proches aidants et sur les aidants familiaux, dont on a le sentiment qu'ici, ils sont présents. Et je vous lis un passage de ce point 8. Les proches d'une personne âgée ne devraient pas être contraints à un rôle qu'ils ne veulent ni ne peuvent pas assumer. Ils devraient pouvoir préserver vis-à-vis d'elle un rapport spécifique qui ne se réduit pas à la relation de soins. Donc vous voyez que il me semble qu'une des façons de problématiser cette situation à propos de la charte, c'est de dire d'une part, on a l'impression que les souhaits exprimés par cette résidente notamment de quitter cet établissement, ne sont pas respectés, qu'on essaye malgré tout d'entendre ce qui s'exprime de sa volonté et de ses souhaits, de ses intérêts dans ce qu'elle dit, de s'interroger sur ce qui pourrait donner un sens à son existence aujourd'hui, et notamment en termes de besoin d'expression de soi, besoin de développement, besoin identitaire, et la prise en compte des droits ou des intérêts des familles, et la façon dont, dans les décisions que nous prenons aussi en compte
ce qu'on appelle l'épuisement des aidants et leur difficulté à prendre en charge les personnes ayant des troubles cognitifs à domicile. Je voudrais juste et finir sur un point pour creuser un tout petit peu et donner matière à la discussion. Je me suis interrogé sur ce que ça voulait dire que pour elle, elle n'a pas sa place ici. Et quand elle dit les autres résidents sont malades, ça rappelle beaucoup de propos de résidents. On a le sentiment que on s'interroge sur le fait de savoir si c'est l'expression d'une forme d'anosognosie, c'est d'une conscience seulement partielle de certains des troubles, si ça relève plutôt d'un mécanisme identitaire de défense qu'on appellerait alors un mécanisme de déni. Moi, je pense qu'il s'interrogeait aussi sur la perception identitaire qui est celle des personnes qui ont des troubles cognitifs. Vous savez que quand vous avez des troubles neuroévolutifs de type Alzheimer, la construction de votre identité se remanifeste avec les souvenirs qui sont à votre disposition. Et il est possible que cette dame, bien qu'elle ait objectivement un âge biologique de 70 ans, en réalité, qu'elle se pense, elle, et qu'elle se vive, elle, à un âge de sa vie beaucoup plus jeune. Il est possible, alors ça peut être quelques dizaines d'années, mais on peut considérer que par rapport à la moyenne d'âge des autres résidents dans l'établissement, elle est beaucoup plus jeune. Et donc, ce qui peut accentuer son sentiment qu'elle n'a pas sa place ici. Donc, une des questions pour moi, pour mieux respecter ses libertés, prendre en compte son besoin d'expression de soi et tenir compte en même temps des besoins des familles, une des pistes, me semble-t-il, c'est autour de son identité singulière et comment on peut essayer de faire de respecter son identité singulière dans ce cas-là. Voilà. On peut peut-être discuter à partir de ces premiers éléments. Merci beaucoup, Fabrice Xil. Effectivement, l'utilisation de cette charte permet d'éclairer un peu plus et d'aller creuser la question. Et alors, en parlant de questions, je vais passer la main à Florence. Florence, est-ce que tu as quelques observations, quelques questions à nous faire remonter? Alors oui, bonjour. J'ai une première question qui est, est-ce que je donne les noms des gens qui posent les questions ou est-ce que c'est gênant de donner les noms? Je ne sais pas. Par contre, je ne me suis pas posé cette question. Donc, j'ai une première question. Comme ça, c'est réglé. Il a été nécessaire de faire un choix supporté par la famille dans la situation. Le choix de madame de retrouver un chez-soi d'un côté et le choix de la famille de pouvoir être protégée d'une charge importante liée à l'aidance. Pourquoi et comment privilégier plus l'un que l'autre? On vous entend pas, Fabrice? Ouais. On va essayer justement, je pense, de ne pas privilégier l'un sur l'autre, mais d'essayer de tenir compte de l'un et de l'autre, des volontés de la résidente et des souhaits de ses proches, de ce qu'on peut se représenter comme étant dans l'intérêt de cette résidente et de ce qui est dans l'intérêt de ses proches. Et je pense que justement, l'un des enjeux dans cette situation est de ne pas arbitrer. Souvent, on dit que l'éthique, c'est des conflits de valeurs, et il est vrai que par moments, c'est des conflits de valeurs. Là, on pourrait dire que c'est un conflit de loyauté aussi. Est-ce que, et vous le reformulez très bien dans votre commentaire, est-ce que on fait privilégier les intérêts de la famille ou les intérêts de la résidente? Pour moi, il n'est pas tout à fait clair de savoir ce qui justifie aujourd'hui sa présence dans un EHPAD, compte tenu de son âge, compte tenu de son degré de dépendance, compte tenu de troubles cognitifs qui ont l'air d'être présents, mais ont l'air d'être évoqués. On aurait besoin de plus de précision sur la situation. Donc, je pense que l'enjeu est peut-être justement, pour sortir de ce sentiment d'un conflit de loyauté, d'essayer de tenir les deux ensemble et de ne pas totalement abandonner une perspective pour l'autre. Très souvent en éthique, on tient, ce qui fait le positionnement éthique, c'est qu'on tient une position un peu inconfortable, on essaie de concilier des préoccupations qui vont un peu dans deux sens, et là dans ce conflit de loyauté. Alors, ça rejoint un peu une deuxième question qui s'était dégagée, mais qui ressemble un peu à la première et à laquelle tu viens un peu de donner la réponse. C'était en situation de dilemme éthique où plusieurs valeurs ont une importance équivalente.
quel critère ou principe peut guider une prise de décision, si jamais prise de décision il doit y avoir? Moi, je dirais, il y a plein de personnes là autour de la table qui pourraient répondre. À mon avis, est que il faut essayer de creuser la situation et de voir ce qui peut légitimer d'agir, de continuer d'agir de la façon qu'on fait. Là, cette dame, si on se pose la question de ses intérêts, c'est son souhait de ne pas rester ici est assez clair, mais si elle était, par exemple, déprimée, si elle était dans ce qu'on appelle parfois, à mon avis, maladroitement, dans un syndrome de glissement, si elle est, vous voyez, s'il y avait une inquiétude, si elle n'était pas bien, pour aller vite, je trouve que, éthiquement parlant, la situation serait un peu différente, parce qu'on pourrait se demander dans quelle mesure le sentiment qu'elle n'a pas sa place dans cet établissement et la raison pour laquelle ces troubles cognitifs se dégradent ou ces troubles de l'humeur s'accroissent. Là, au contraire, il semble que l'établissement lui permet de mieux gérer sa pathologie psychique, de se réalimenter, elle retrouve, dit-on, un poids raisonnable, de retrouver une autonomie, d'abandonner son fauteuil. C'est quand même considérable, ça, les bénéfices qu'on a l'impression que l'institution apporte. Donc c'est l'institution, mais c'est aussi l'accompagnement humain, professionnel, compétent qu'on suppose qu'elle reçoit. Donc je trouve que c'est en allant un peu plus avant dans les détails de la situation qu'on peut être amené à donner un peu plus de poids à une préoccupation qu'à l'autre. Là, dans la mesure où elle a l'air quand même significativement mieux qu'avant son entrée, je trouve que on n'a pas un sentiment de scandale majeur en entendant cette situation. On sent que c'est une situation où on tient des choses qui sont entre des demandes qui ne sont pas tout à fait homogènes. Mais dans ce cas-là, il me semble qu'en creusant, on voit que voilà, si elle était déprimée, si elle témoignait d'une envie de mourir, si elle disait que le temps était trop long, vous voyez, tous ces éléments-là, l'analyse, elle serait un petit peu différente, je trouve. Tu avais une autre question Oui, alors là, j'ai deux questions du coup. En fait, il y a une question dans la discussion qui sont quels sont les points d'attention pour évaluer la capacité de jugement, la cognitivité ou le consentement pour accepter le refus ou le rejet de l'EHPAD. Alors c'est ardu comme question. Bon, pour évaluer le discernement de quelqu'un face à une question précise, on peut se poser des questions assez simples qui valent pour tout. Qu'est-ce que la personne comprend de sa situation et des différentes options? Donc, je suppose qu'on lui explique. Si on ne lui explique pas, ça va être difficile d'évaluer son discernement. Donc, qu'est-ce qu'elle comprend de sa situation médicale, sociale? Voilà, qu'est-ce qu'elle comprend de sa situation? 2, est-ce qu'elle comprend les alternatives? Et est-ce qu'elle comprend les conséquences prévisibles pour elle et pour les tiers des différentes alternatives? Le discernement, c'est ça, que vous preniez une décision pour votre santé ou votre décision en matière financière. Est-ce que je comprends ma situation? Est-ce que je comprends les options et les conséquences prévisibles de mes choix? Et si c'est le cas, on peut considérer qu'il y a une capacité de discernement. Moi, je voudrais juste m'arrêter, il y a quelque chose qui est caché un peu dans l'énoncé de la situation, qui est elle refuse catégoriquement de participer aux activités et aux soins proposés. Moi, j'ai une position assez radicale sur ce point. Je pense que les refus de soins n'existent pas, les refus d'aide n'existent pas, que la seule chose qui existe, c'est des refus de proposition de soins, des refus de proposition d'aide. Là, ce qu'on lui propose, ou la façon dont on lui propose, ou ce qu'on lui propose ne recueille pas son adhésion pour une raison. Voilà, soit elle considère que c'est des activités qu'elle va réaliser avec des gens qui ne sont pas intéressants, des gens qui sont beaucoup plus âgés qu'elle, des gens qui lui renvoient une image d'elle qui ne lui correspond pas. Donc,
On se dit c'est dommage parce que dans ce PASA, elle pourrait peut-être faire des activités qui lui plairaient ou justement elle pourrait se développer, s'épanouir. Une des pistes là dans la situation, je trouve, c'est de creuser non pas pourquoi elle refuse, mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle puisse accepter une main tendue, voilà, quel type d'activité pourrait faire que dans ce lieu, elle trouve non seulement voilà, une meilleure alimentation, plus d'autonomie physique et un apaisement du point de vue psychique, et qui pourrait donner un peu plus de sens à sa présence. Et là, on a l'impression, voilà, elle passe ses journées dans son fauteuil, dans sa chambre. Je ne sais pas, est-ce qu'elle s'ennuie L'ennui en EHPAD, c'est quand même un sujet. Est-ce qu'elle s'ennuie Peut-être pas. Mais je trouve que sur le type de proposition qu'on peut faire, là, pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Ça, elle le refuse, d'accord, elle refuse ces propositions-là. Est-ce qu'on pourrait faire d'autres propositions et si oui, lesquelles? Peut-être même en mobilisant ses proches, pour que ce temps-là ne soit pas un temps vide, dépourvu de sens, dépourvu de valeur, dépourvu de sens, et qu'elle puisse l'habiter, ce temps, et qu'il y ait un sens et une valeur à sa présence dans cet établissement. Alors, ça fait écho justement à une question qui est posée dans la conversation sur l'implication de la famille. Donc, il y a une question qui demande, on peut comprendre que la famille est dans une difficulté équivalente dans la lecture de son comportement qui donne l'impression d'une culpabilité. Peut-on considérer que cela contribue aussi au mal-être de la personne? Et je trouve que ça fait écho justement à l'implication des aidants au sein des établissements qui accueillent des personnes vulnérables. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on ressent toujours une culpabilité quand, même après avoir fait tout ce qu'on pouvait, on ne parvient plus à accompagner ou à prendre soin de nos plus proches, et que ce sentiment de culpabilité, il me semble avoir aucun caractère pathologique. On aimerait réussir à trouver en soi les ressources pour faire face aux difficultés que rencontrent nos proches. Mais parfois, il y a des maladies graves, et je rappelle que Alzheimer ou les troubles neurocognitifs, c'est des maladies graves. Et les questions de troubles psychiques, c'est des maladies graves. Et donc, par moment, ces maladies ou ces situations de vie, elles nous laissent démunis, elles font qu'on ne peut pas y arriver. Ça n'enlève pas la culpabilité, cette culpabilité est là. Bon. Moi, j'aurais tendance à répondre, là, Florence, sur ce point-là, que moi, je m'interroge sur ce qui lui a été dit et sur ce qu'on pourrait lui dire de la situation. Est-ce que les limites que la famille se sent de pouvoir continuer à l'accompagner chez elle, elles ont pu être parlées d'une façon ou d'une autre avec elle? Est-ce qu'elle pourrait les comprendre? Est-ce que ça semble totalement exclu? Est-ce que... Voilà, mais je trouve que ce qui pose difficulté, moi, dans la situation, il me semble, c'est moins la culpabilité qu'on ressent que peut-être la difficulté à avoir un discours sur la situation qui puisse être partagé, et que on comprenne. Il y a quand même beaucoup de résidents d'EHPAD qui comprennent que leurs proches ne parviennent plus à prendre soin d'eux, et comprennent d'une façon ou d'une autre, qui comprennent à leur façon. Mais voilà, il me semble qu'une des questions, c'est qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à cette dame sur la raison pour laquelle elle est là, sur les personnes qui ont pris ces décisions. Il me semble comprendre de la description de la situation que c'est un juge qui a pris cette décision. Je rappelle que d'après le Code civil, même une personne sous protection juridique en tutelle choisit son lieu de résidence. En cas de difficulté, le juge statue. Donc voilà, c'est qu'est-ce qui pourrait se parler là là, on a une marge de jeu peut-être aussi pour que ce soit... il y a un inconfort du fait que il y a une information, une situation qui n'a pas été totalement parlée et partagée entre les différents acteurs, qui crée, à mon avis, une source de désorientation pour tout le monde, pas que pour la résidente, je pense.
Je me permets aussi, on a la sensation qu'il y a eu cette notion d'urgence en plus dans la prise de décision, qui certainement a joué sur l'enchaînement après du déroulé. Est-ce que tu as une autre question, Florence? Il nous reste encore 5 petites minutes avant de passer à la deuxième. Oui, alors j'ai cru comprendre que M. Bols avait une question également. Oui, merci. En écoutant Fabrice Gzil, vous avez prononcé à 2 reprises consentement, assentiment. Alors, il y a un vrai problème de définition de ces 2 mots. Entre une définition qu'on trouve dans le bon dictionnaire, par exemple le CNRTL, et puis la définition qui en est donnée un petit peu comme ça. Alors, ce n'est pas juste une question intellectuelle de définition de mots, mais pour revenir dans le contexte que vous avez évoqué. Si on prend le consentement, tout le monde a bien compris ce que c'était. Ça voulait dire qu'on était d'accord avec quelque chose et qu'on donnait son autorisation à une personne de faire cette chose. L'assentiment, c'est un peu différent, puisque, en tout cas, dans une des 2 définitions, il est dit que non seulement on consent, mais qu'en plus on est d'accord avec le bien fondé des motifs qui sous-tendent la proposition qui est faite. Dans la situation de cette vignette numéro 1, si la personne n'est pas en état de consentir, est-ce qu'elle est en état de donner un assentiment? Ou est-ce qu'il faut prendre le mot assentiment comme finalement je ne m'oppose pas? Alors pour moi, mais je pense pas tout à fait être le seul, la notion d'assentiment dans le contexte des troubles psychiques et cognitifs, elle nous vient notamment du domaine de la recherche et des révisions successives de la déclaration d'Helsinki. Et on part du principe qu'un consentement, pour être valide, il a besoin d'avoir 2 caractéristiques, il est libre et il est éclairé. À ma connaissance, donc il est libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression qui s'exerce sur la volonté de la personne de sorte qu'elle contraindrait sous la pression, sous la menace, et il est éclairé au sens où elle comprend sa situation et elle comprend à quoi elle s'engage. Il me semble que la notion d'assentiment, elle a été utilisée pour exprimer le fait que je peux donner un accord à quelque chose et à quelqu'un, parce qu'on consent aussi vis-à-vis de quelqu'un, pas seulement à quelque chose, en n'étant pas totalement éclairé, c'est-à-dire en ne comprenant pas nécessairement tous les tenants et les aboutissants de ce qui se passe. Typiquement, une personne avec des troubles cognitifs, avec une maladie d'Alzheimer légère à modérée, elle peut se donner son assentiment à entrer dans un essai thérapeutique sans en comprendre tous les tenants et les aboutissants. Elle comprend que c'est de la recherche mais pas du soin, mais elle ne va pas comprendre forcément qu'il y a 2 bras, que c'est versus placebo, etc. Donc pour moi, la différence entre consentement et assentiment, c'est que l'assentiment, il y a un peu moins d'exigence. Et alors il doit être tout aussi libre, normalement il n'y a pas de pression qui s'exerce, mais il n'est pas forcément totalement éclairé. C'est ça, totalement éclairé ou en connaissance de cause. Donc là, ça voudrait dire qu'on va rechercher une adhésion sur une situation qui est partiellement comprise et qui va reposer en partie aussi sur la confiance que j'ai dans ceux qui me font une proposition. Je vais donner un assentiment, pas basé sur le fait que, ok, je comprends les risques, les bénéfices potentiels et j'accepte de les prendre et j'y vais, mais au sens où, voilà, vous me décrivez la situation à gros traits, vous avez un peu réduit les options et on recherche un assentiment. Pour moi, voilà. Après, l'autre élément sur l'aspect libre, sur les contraintes qui pèsent sur la situation, effectivement, il faut être vigilant à ce que ce consentement ne soit pas une résignation, une capitulation, une soumission. Et là, effectivement, c'est entre comprendre les besoins, les attentes des tiers et capituler sur ses besoins et ses attentes propres. Effectivement. Donc, moi, là, je ne la situe pas la différence. Mais c'est aussi un des enjeux de la situation. Qui est en capacité d'imposer à l'autre une solution. Moi, je dirais juste que sur cette situation, quand même, il y a des
séjour temporaire en EHPAD, ça existe. Est-ce que pour certains résidents et certaines résidentes, quand ça se passe comme ça, est-ce qu'on pourrait avoir un séjour temporaire chez soi, rentrer chez soi quelque temps, quelques jours, revenir de manière à ce qui pourrait... voilà, est-ce que ça, c'est envisageable? En général, je ne parle pas de cette situation-là en particulier, mais est-ce que dans ces situations-là où il y a où le fait de résider en EHPAD, c'est une forme de compromis, parce qu'on tient compte des difficultés rencontrées par ses proches, on pourrait aller dans un compromis qui permettrait quand même de sortir de cette EHPAD, au moins provisoirement, même si ce n'est pas pour un retour à domicile en tant que tel. Merci, merci Fabrice. Florence, tu as une dernière question, il me semble. Toute dernière, et puis après, on passe à la deuxième vignette, c'est promis. Alors, c'est une dernière question qui reprend deux questions, donc on va essayer de les traiter en même temps. Donc, ça serait pourquoi ne pas imaginer qu'une autre structure pourrait mieux répondre à ses besoins et ses attentes? Donc ça, c'est un petit peu une question qui fait redondance avec ce que tu viens de dire, Fabrice. Je sais que par exemple, en santé mentale, on a des séjours possibles en gérontopsychiatrie. Et ça rejoint une question qui disait quel rôle la société et les institutions juridiques et sociales ont-elles à jouer pour offrir un soutien lorsque celui de la famille atteint ses limites. C'est quel est l'accompagnement des aidants aussi pour souffler et permettre une espèce de compromis qui soit bénéfique à tout le monde. Je souscris tout à fait à cette remarque. Non, là, je comprends, juste pour finir sur cette situation, je comprends qu'il y a un contexte d'urgence à l'entrée, la situation, elle a changé, et a priori, quand même, aujourd'hui, les EHPAD accueillent des personnes, en général, assez âgées, quand même, en général, de plus de 80 ans, voire de plus de 85 ans. Cette patiente-là, elle est jeune, donc elle est arrivée dans un contexte de crise, dans un contexte d'urgence. Là, le temps a passé, la situation a évolué, même le besoin en termes d'autonomie fonctionnelle, il a changé. Hein. Donc, on a la question du temps, là, elle est importante aussi, de ce qui a justifié cette décision à un moment donné, et puis de la respiration qu'on peut éventuellement envisager dans le futur. Merci beaucoup. Si vous le voulez bien, on va pouvoir passer à la seconde vignette. Du coup, sur le même principe, Fabrice, avec en ressortir les points qui se trouvent sur la charte et accompagnement du grand âge, la charte éthique. Ouais. Je vous laisse. Je vais vous accompagner jusqu'à la fin parce que mon ordinateur commence il fait très très chaud à Paris, il commence à avoir des signes de faiblesse, donc on va essayer de tenir encore les 25 minutes. Parfait. Alors, sur la deuxième situation, là, la situation de Monsieur B, qui est entré en 2018 en 2022, pardon, suite à des troubles cognitifs 2018 et chez lequel il y a, en gros, pour aller vite, des troubles de l'humain et du comportement. Il y a une première chose qui est bien sûr évidente, c'est la dimension reconnaître dans chaque personne, dans son humanité, sa dignité, son identité. C'est-à-dire, il y a quelque chose là dans ces troubles productifs du comportement qui produisent un sentiment d'altérité, et on peut avoir du mal à reconnaître dans ces personnes nos semblables. Et donc, il y a possiblement un mouvement de rejet, là, il y a un mouvement de mise à distance. Mais pour moi, ici, une des questions que ça pose, ça renverrait plus au point 4 de la charte. C'est quelque chose à quoi moi je suis très attaché. Alors, il y a l'idée de garantir à tous un accès équitable à des soins et des aides appropriées, mais surtout faire en sorte que chaque personne puisse bénéficier au moment opportun d'une évaluation de sa situation et de ses besoins. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui connaissent et qui apprécient la série télévisée Dr House. C'est une série qui, moi, m'intéresse beaucoup parce que dans Dr House, vous avez 3 figures de l'éthique.
vous avez une figure de l'éthique qui est là le meilleur ami de House, qui est un médecin dans la plus pure tradition de l'empathie, de la relation, du dialogue avec lui, qui est vraiment centré sur une éthique individuelle. Vous avez le docteur Cuddy, la chef de service ou de la directrice de l'hôpital, qui est sur une logique collective, du bien commun, des règles, etc. Et on pourrait, au premier abord, House incarne tout sauf une forme d'éthique médicale. Et en fait, il est porteur d'une valeur éthique médicale très forte, qui est la volonté de savoir. Il n'est pas tranquille jusqu'à ce qu'il comprenne ce qui se passe. Il est dans une forme d'intranquillité, il est même parfois prêt à tuer des patients pour savoir ce qu'ils ont, et pour tester des thérapeutiques pour être sûr de ce qu'ils ont. Donc House, c'est une espèce de Sherlock Holmes moderne, et House Holmes, la série est construite comme une transposition de Sherlock Holmes en Dr House, c'est pas son meilleur ami, c'est pas le Dr Watson, c'est le Dr Wilson. Comme Holmes, il boite, enfin il est boiteux, comme Holmes, il se drogue, etc. Donc c'est vraiment une transposition. Cette éthique de la vérité ou de la connaissance, pas seulement de la production de connaissances dans des essais thérapeutiques ou de la connaissance générale, mais comprendre dans cette situation ce qui se passe, je trouve que moi, je ne comprends pas ce qui se passe dans cette situation, et on mobilise des compétences très diverses, l'équipe mobile de gériatrie, les infirmiers de gérontopsie, l'HAD. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas tenté des choses. Et malgré tout, son accompagnement est étayé par l'intervention des infirmiers de gérontopsie. Après une accalmie, les troubles violents reviennent. Donc, pour moi, on sent qu'il y a certaines interventions qui ont l'air de fonctionner, mais ce n'est pas durable. Mais moi, je refuse ce que Jean-Marie Gomas, un des fondateurs des soins palliatifs, disait elle crie, c'est normal, elle est démente. Il s'offusquait et critiquait violemment ça. La démence ne produit pas des troubles du comportement tant que tel. Ce n'est pas un symptôme de la démence. Donc, moi, je m'inscris vraiment dans cette tendance qui est aussi défendue par certaines associations de malades au plan international. Ils ont appelé ça ban BPSD. BPSD, c'est les troubles du comportement en anglais. Ils ne veulent plus qu'on utilise cette expression troubles du comportement liés à la démence. Ils essayaient de comprendre ce qui se passe, et très probablement un certain nombre de troubles du comportement productifs, de comportements dits agressifs. Ils ne veulent même plus qu'on parle de troubles du comportement, ils disent c'est des troubles qui nous perturbent, nous. Essayer de comprendre quelle peut être la cause. Est-ce que c'est une souffrance? Est-ce que c'est un besoin fondamental qui n'est pas satisfait? Est-ce que c'est... voilà. Et faire l'hypothèse peut-être d'une souffrance psychique dans cette situation, d'une douleur, mais d'un besoin fondamental non traité. Moi, c'est une des premières... voilà, c'est sur cet item de la charte que je me suis arrêté le plus au départ, c'est est-ce qu'on comprend ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas un besoin fondamental, des besoins fondamentaux qui ne sont pas satisfaits? Un des besoins fondamentaux, pour faire un lien avec la vignette précédente, c'est quand même le besoin de comprendre ce qui nous arrive, de comprendre les interactions qu'on a avec nos proches. Si, du fait des troubles cognitifs, je ne comprends pas où je suis, je ne comprends pas les intentions des gens qui me parlent ou s'adressent à moi, je suis perdu dans le temps. Donc on dit qu'il va dans les chambres d'autres gens la nuit et qu'il se montre agressif. Mais enfin, s'il se croit chez lui et que dans une autre pièce de ce qu'il croit être sa maison, il y a quelqu'un qui est là et qu'il se montre agressif, c'est pas totalement délirant. Donc si on fait l'hypothèse que la démence ou la Alzheimer, disons, c'est un handicap cognitif très grave qui fait qu'on est perdu dans l'espace, perdu dans le temps, perdu dans ses repères, perdu dans ses relations, est-ce que ça ne suffirait pas à, dans un environnement en plus qui n'est pas le sien, chez chacun de nous, à produire des troubles, des so-called, ce qu'on appelle des troubles du comportement. Vous avez à Rennes un psychologue qui s'appelle Kevin Charras, qui dirige le Gérontopole Bretagne et qui dirige le Living Lab vieillissement et vulnérabilité à Rennes, au CHU. Kevin Charras dit quand on regarde les troubles du comportement en EHPAD, il y a beaucoup de choses qui rappellent les troubles du comportement dans les avions long courrier. On est aussi dans un environnement contraint, avec des déplacements contraints, des horaires
contre 1, et on voit dans les vols long courriers tout un tas de troubles dits du comportement qu'on voit en EHPAD, de l'agressivité, de l'irritation, parfois de la dépression, parfois de la désinhibition, qui peuvent être très liés à l'environnement, ou en tout cas au vécu de l'environnement par telle ou telle personne. Et donc, le modèle du handicap qui consiste à voir que les difficultés rencontrées par une personne, elles peuvent être en partie pas liées à sa maladie directement, mais liées aux interactions entre sa maladie et un environnement qui est à la fois architectural, temporel, de pratique, de comportement des tiers. Voilà, pour moi, ça, c'est le gros mystère. Il y a quelque chose qu'on n'éclaircit pas dans cette situation. Ça arrive en médecine, hein, qu'on n'arrive pas à comprendre de quoi les gens souffrent. Moi, je fais l'hypothèse d'une souffrance chez ce monsieur qu'on n'arrive pas à décoder, qu'on n'arrive pas à élucider, et donc on n'arrive pas à y apporter de réponse. Mais la question reste une question de ne pas lâcher sur l'éthique du savoir et essayer de lui venir en aide. C'est, me semble-t-il, d'abord continuer d'essayer de répondre à cette question. Pourquoi il se passe ça? Qu'est-ce qui a l'air de le soulager? Et de tenter par essai et erreur, mais il me semble que c'est la... Voilà. L'autre point de la charte qui me semble pertinent, c'est le point 9 sur les professionnels et sur le soutien qu'on peut apporter aux professionnels dans ce champ. On sait que les relations de soins, elles sont jamais dénuées totalement d'un potentiel de violence. Et dire que le soin est une relation pacifiée, c'est pas une relation pacifiée, le soin, c'est une relation qui est souvent asymétrique, partiellement subie, dont les modalités ne sont pas toujours décidées. Donc, ce ressurgissement de la violence dans la relation de soins vis-à-vis des professionnels et vis-à-vis des résidents, il me semble qu'elle nécessite vraiment là un soutien. C'est très difficile à vivre d'être comme soignant, de recevoir une violence, même si on se dit que c'est une violence qui est liée à des troubles cognitifs. Elle est liée, mais elle n'est pas causée par les troubles cognitifs. Donc, qu'est-ce qui se joue? Et voilà. Le dernier point de la charte qui me semble pertinent, c'est le 10e, c'est le... est-ce qu'on peut... comment on fait dans ces conditions-là pour garder un espace pour la pensée? Et je trouve que c'est des situations, Louis Ploton il le disait beaucoup, c'est des situations où on a du mal à penser parce que l'agressivité, la violence vis-à-vis des autres résidents, avec potentiellement les plaintes des familles, avec vis-à-vis des personnels, ça sème une sorte de panique morale qui fait que c'est très difficile de garder un espace pour la pensée, de voir ce qui est en jeu. Donc, je trouve que dans cette situation, essayer de comprendre ce qui se passe. Et pour moi, en termes éthiques, c'est encore un conflit de loyauté entre, effectivement, comme ça a été formulé par Séverine quand vous avez lu dans votre première question, ne pas lâcher ce résident et essayer de l'accompagner jusqu'au bout, et en même temps, on est prêt à aller jusqu'à jusqu'où on est prêt à mettre en danger la sécurité des autres résidents et des personnels pour un accompagnement vis-à-vis duquel on sent qu'on n'est pas totalement équipé, malgré l'intervention d'infirmiers de gérontopsie. Et là, il y a quand même un moment, je trouve, où il y a une tension quand même qui est assez forte, surtout dans un EHPAD qui dispose pas d'une unité de vie protégée, si j'ai bien compris, avec des personnels peut-être davantage formés à ces situations. Mon dernier point étant l'effet des traitements sur sa santé et l'effet des traitements visant à réduire les troubles du comportement. Est-ce que c'est ça qui produit des chutes? Et là, on a l'impression que c'est la chute qui précipite un peu la dégradation. Il y a toute cette gestion des risques pour les tiers et pour le résident lui-même de se maintien dans ce genre sans même parler des questions de responsabilité juridique, etc., qui sont encore un
un autre aspect. Voilà, mais moi, spontanément, indépendamment de ça, j'aurais mis en avant la question de la passion de savoir qu'est-ce qui se passe. Et moi, je trouve qu'il ne faut jamais une forme de qualité éthique dans ce genre de situation, c'est jamais lâcher sur le fait qu'on ne comprend pas ce qui se passe et qu'il y a quelque chose à comprendre, même si ça nous reste mystérieux, mais il y a quelque chose à comprendre. Ce qu'on appelle les troubles psychocomportementaux liés aux démences, on ne peut pas se contenter de dire il crie ou il tape, c'est normal, il est dément. C'est pas possible. Je trouve que c'est pas possible. C'est ni éthiquement ni médicalement satisfaisant. Donc voilà, rester très très exigeant sur ce besoin de comprendre ce qui se joue, même si ça reste un mystère et qu'on ne comprend pas réellement ce qui se joue. Merci beaucoup Fabrice. Florence, est-ce qu'il y a des questions ou Séverine, des choses à rajouter sur la situation? Alors, il y avait notre question, nous, issue de notre propre réflexion, mais à laquelle Fabrice vient de répondre. Il y a juste ça me fait penser à une phrase, donc là, c'est pas une question, c'est une phrase qu'on prononçait, nous, parfois, quand on était en unité d'hébergement renforcé, c'était la solution devient le problème. C'est-à-dire que cette solution pensée pour accompagner les personnes vulnérables souffrant de troubles du comportement, en fait, potentialiser ces troubles du comportement parce que c'était des endroits fermés, c'était des endroits ultra sécurisés et du coup, ça générait d'autres troubles. Et donc, la solution devenait le problème. Et c'est vrai que ça pose en effet la question de à quel point on privilégie l'intérêt de la personne accompagnée au détriment parfois de la sécurité des autres personnes accueillies, voire des professionnels de santé qui certes sont formés, mais qui parfois se retrouvent quand même en difficulté grandissante. On connaît tous les manques de personnel et enfin voilà, je pense que c'est un petit peu récurrent partout. C'était pas vraiment une question, du coup, je suis désolée. Non, mais parfois, ce qui est censé être la solution redouble le problème. Là, par exemple, on dit il présente des troubles du comportement, il déambule. Mais enfin, pour le coup, il me semble, je peux contrôle des médecins ici présents, mais que pour le coup, le besoin de marcher que nous avons tous, quand nous sommes contenus dans un environnement, on ressent le besoin ne serait-ce que de faire quelques pas bon. Dans les maladies qui créent ces handicaps cognitifs et cette perte de repères, il y a quelque chose d'apaisant dans le fait de marcher. Donc cette catégorie de déambulation, en faire un trouble du comportement, je trouve qu'il faut être assez prudent et renverser la question. C'est est-ce que dans la façon dont l'architecture de cet établissement est faite et dans la liberté de mouvement qui est donnée à ce résident dans cet établissement, ce besoin de marcher, de se dégourdir les jambes, d'explorer spatialement un monde qu'on n'arrive plus vraiment à explorer cognitivement, ou c'est plus difficile de l'explorer autrement. Est-ce que c'est possible de manière sécurisée? Est-ce que c'est accompagné? Donc là, c'est un bon exemple. Je les distinguerais. Je trouve que irritabilité, agressivité verbale, trouble du sommeil et déambulation, c'est pas tout à fait sur le même plan. Le trouble du sommeil, on pourrait aussi en discuter. C'est très difficile à gérer pour les équipes et pour les proches à domicile. Voilà. Mais moi, mon fondement là, c'est bon. Il y a des gens pervers, il y a des gens agressifs, il y a des gens violents, mais ils sont quand même pas majoritaire dans la population, heureusement pour nous. Et donc, quand il y a ce genre de signes et de symptômes, la question d'une souffrance psychique ou d'un besoin fondamental qui n'est pas satisfait, pour moi, elle se pose. Et quels sont les besoins fondamentaux physiques, psychiques, sociaux qui pourraient manquer à ce monsieur dont cet établissement est peut-être pas pourvu, me semble pouvoir se poser. J'ajoute que, encore une fois, les troubles neurocognitifs, c'est peut-être pas un handicap visible, mais c'est une maladie grave qui occasionne un handicap cognitif grave qui nécessite des établissements, des compétences adaptées. En unité de vie protégée, on peut avoir des gens qui ont plus d'habitude pour désamorcer certains phénomènes agressifs, donc
le renversement, évidemment, il n'a pas sa place ici, c'est moins un sentiment d'impuissance, mais est-ce qu'on est équipé pour faire face à la maladie grave et au handicap grave qui est le sien? Et si nous ne le sommes pas, c'est pas de sa faute à ce monsieur. Pour autant, ça ne nous crée pas nécessairement un devoir de le garder jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. S'il avait gravement blessé un autre résident ou une autre résidente ou un membre du personnel, ce qui est, compte tenu de la description, n'est pas totalement impossible, me semble-t-il. On se serait probablement reproché de ne pas avoir pris la mesure du risque ou du danger. Donc je trouve que le fait qu'on ne soit pas... le parallèle que je ferais, c'est que les équipes qui interviennent à domicile, quand vous êtes responsable d'un service d'aide à domicile et que vous envoyez des auxiliaires de vie aider des gens, il y a des moments où vous dites les conditions de sécurité, les conditions d'intervention correctes sont plus légitimes. Et c'est souvent pour eux cet arrêt de prise en charge, quelque chose qui est pénible, douloureux, éthiquement parlant. Bon. Pour autant, l'engagement éthique dans ces situations, c'est peut-être aussi parfois, est-ce qu'on peut trouver pas trop loin de chez lui et de ses proches une solution d'accompagnement, d'hébergement qui serait un peu plus adaptée, peut-être pas idéale, mais peut-être un peu plus adaptée à sa situation. Je ne trouve pas que ce serait de l'abandon, forcément. Je trouve que ça pourrait être une recherche. Là, j'ai l'impression qu'elle a été entreprise, la recherche, hein, donc je suis en train de dire que toutes les solutions n'ont pas été cherchées. On voit qu'il a bénéficié de l'HAD, il a bénéficié de l'équipe mobile de gériatrie, d'infirmiers de gérontopsie, donc il y a une mobilisation de compétences autour de lui importante. Voilà, mais c'était pour gloser, il n'a pas sa place ici, qui était le leitmotiv de la soirée. Merci beaucoup. Et effectivement, sur cette vignette-là, pour ma part à la lecture, je ressens l'impuissance en fait de l'équipe face à cette situation et je pense oui certainement ce sentiment d'abandon de si ce monsieur par ailleurs est-ce qu'on abandonne et est-ce qu'on est dans une forme d'échec d'accompagnement. Monsieur Bolz, je crois, il lève la main. Monsieur Bolz. Oui, j'active mon micro, merci. Il y a quelque chose que je trouve extrêmement intéressant dans votre approche et curieusement, j'ai l'impression probablement ne l'avoir jamais entendu auparavant, c'est quand vous introduisez, pour sortir du classique dilemme liberté-sécurité, la notion de conflit de loyauté. Et on change me semble-t-il, la façon de regarder les choses. Parce que dans le conflit de loyauté, il y a aussi une troisième loyauté qui pourrait être en jeu, qui est celle de l'établissement à l'égard de lui-même, quelque part. Mmh. Et donc là, vous regardez les choses d'une façon totalement différente, parce qu'à chaque fois, la loyauté, c'est à l'égard de quelqu'un. Mmh. Notre loyauté va à qui ? Et vous avez bien sûr pris la précaution de rajouter le fait que dans la loyauté, il faut faire attention à ne pas laisser quelqu'un qui serait dangereux exercer sa dangerosité au détriment des autres résidents. Mais je trouve que c'est une approche extrêmement originale et qui nous ramène aussi à un mot qui est un peu tombé en désuétude. Oui. La loyauté, c'est vis-à-vis de qui on se sent des devoirs. Hein, et en l'occurrence, là, il y a une forme de déchirement parce qu'on se sent des devoirs vis-à-vis de lui, vis-à-vis des autres résidents, l'équipe de direction vis-à-vis de ses personnels aussi, hein, et qu'elle doit protéger aussi. Donc oui, je trouve que par moment, c'est une façon de désintellectualiser l'éthique. En tout cas, il ne faut pas la réduire à des conflits de valeurs. Il y a des conflits de valeurs, c'est sûr, mais... Et sur sécurité et liberté, si je peux dire juste un mot, moi je pense que c'est vraiment un faux problème. Je trouve qu'il faut nous sortir de la tête qu'il y a d'un côté la sécurité, de l'autre côté la liberté, que la question c'est où on met le curseur et qu'avec les gens vulnérables, on va, au nom de leur sécurité, rogner sur leur liberté. Je pense que ce raisonnement de curseur et d'opposition des deux est vraiment délétère.
ce qu'on essaye d'apporter, ce qu'on veut pour nous-mêmes, c'est la plus grande sécurité et la plus grande liberté. C'est pas l'un ou l'autre, et c'est pas l'un au prix de l'autre. Quand vous prenez votre voiture, vous mettez votre ceinture de sécurité, vous avez une assurance, vous l'avez fait réviser, vous avez fait votre contrôle technique, et ça vous procure une liberté de déplacement. Mais ce n'est pas au prix d'une forme de témérité, d'une prise de risque délirante. Donc je trouve que faut vraiment, on a ce réflexe tous de se dire, bon, ben voilà, au nom de sa sécurité ou de la sécurité des tiers, on va lui imposer des restrictions de liberté. Non, on va essayer de maximiser la sécurité de tous et la liberté de tous. Donc dans ce cas-là, il y a effectivement possiblement un risque pour les tiers. Et donc pour moi, dans ce cas-là, c'est la distinction entre un risque et un danger. Le danger, il est imminent, il est là, il va se produire et on doit intervenir. Le risque, il s'évalue en fonction de sa probabilité de survenue et de sa gravité. Donc, est-ce que c'est possible, probable que ça arrive, et est-ce que la probabilité que la chose dont on attend qu'elle se produise, est-ce que c'est grave ou pas grave? Est-ce qu'on a des raisons de penser qu'il peut tuer quelqu'un, cet homme, ou est-ce qu'il peut insulter quelqu'un? Enfin, voilà. Et donc, la réflexion sur les risques, elle conduit à essayer de l'objectiver en termes de hauteur et en termes de probabilité. Je trouve que ça le démystifie un peu et ça permet de comprendre ce qu'on pourrait nous reprocher. Ce qu'on pourrait nous reprocher dans ce genre de situation, c'est de la négligence. C'est pas d'avoir laissé exister certains risques. On ne va pas mettre les gens sous cloche. En revanche, on peut vous reprocher de la négligence, c'est-à-dire vous auriez pu anticiper des événements graves, et vous, non seulement vous ne les avez pas anticipés, ou vous n'avez pris aucune mesure pour le faire, surtout quand ça s'est déjà produit. Là, il est rentré dans les chambres de gens la nuit, on dit qu'il se montre agressif, est-ce que c'est verbal, est-ce que c'est physique, est-ce que ça peut dégénérer un jour? C'est aussi de la responsabilité de l'établissement de gérer ça. Mais bien entendu, ça c'est l'urgence, on règle voilà. Ça ne dit pas ce comportement raconte. Et moi, j'ai du mal à croire que même avec des troubles neurocognitifs graves, un comportement dit agressif, il ne raconte pas quelque chose. Et là, pour le coup, je ne sais pas du tout ce qui se joue, mais il se joue quelque chose vis-à-vis de quoi on est impuissant pour l'instant. Merci beaucoup, Fabrice. C'est déjà fini. J'aime pas dire ça, c'est déjà fini, c'est passé super vite. Merci vraiment à l'ensemble des participants, au groupe Ethicause, à Monsieur Bolz d'avoir accepté de faire ce petit rappel de ce qu'étaient les REB. Merci à Fabrice, malgré la chaleur parisienne. Alors il fait chaud aussi en Bretagne, hein, je vous rassure. La pluie, ce n'est qu'une légende. Ce webinaire nous a permis effectivement déjà peut-être de représenter la charte qui mérite encore une fois d'être. On devrait tous l'avoir en fait dans notre poche. Donc vous avez mis au tout début effectivement sur l'espace éthique Île-de-France, il y a toujours la possibilité de la commander en affiche ou commander en livret. Alors je sais que le temps est un petit peu long, je crois qu'il y a beaucoup de demandes en fait, mais c'est possible de l'avoir, je rassure tout le monde. Également, nous allons, alors c'était une première pour nous, et nous allons essayer de continuer sur cette lancée. Donc nous espérons vous voir toujours aussi nombreux. Et pour ceux qui malheureusement ont dû partir trop tôt ou n'ont pas pu assister à ce webinaire, il sera disponible donc sur la chaîne YouTube et sur le site de l'EREB. Voilà, encore 1000 merci à vous tous et puis poursuivons nos réflexions, ce qui fait l'essence même de pourquoi on est là aujourd'hui et encore 1000 merci à vous tous.